Bienvenue à tous à ce webinaire qui est dédié donc aux entreprises innovantes sur les thématiques des certifications DMN, téléconsultation et télésurveillance. Alors c'est moi qui introduis cette session. Pourquoi? Parce que donc moi je travaille sur l'offre innovation de l'ANS, offre innovation que vous connaissez pour la plupart et qui a pour objectif de présenter un petit peu aux entreprises innovantes de la e-santé tout ce qui est des thématiques d'expertise de l'ANS. On organise pas mal de webinaires sur différents sujets. Donc récemment, on a organisé un webinaire interopérabilité. On a également fait des webinaires sur d'autres sujets comme la cybersécurité. On en a un sur l'INS la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez que je vous transmette le lien. Donc voilà, notre objectif, c'est un petit peu de mettre en relation les experts de l'ANS avec les entreprises innovantes. Aujourd'hui, on a volontairement fait un webinaire qui est en petit comité pour que vraiment on ait cet espace dédié entre experts et entreprises innovantes pour que vous puissiez poser un petit peu vos questions, qu'on puisse vous présenter un peu le sujet et que vous puissiez poser vos questions. Donc, vous aurez beaucoup de moments pendant la session pendant lesquels vous pourrez poser vos questions. Petite subtilité, je vous invite à vous munir d'un téléphone pendant cette session-là, puisqu'on aura des petits moments de quiz pour nous assurer que vous suivez bien et qu'on est bien clair dans nos propos. Donc, n'hésitez pas à vous munir d'un téléphone pour pouvoir participer au quiz. On vous formulera les modalités au fur et à mesure de la session. Et je te laisse la main, Yves, pour la suite de cette présentation. Ok, merci Alice. Donc, bienvenue à tous. Donc, j'ai un petit peu parcouru le profil, vos profils. Donc, je connais certaines boîtes, pas d'autres. Donc, effectivement, c'est tout l'objet de cette réunion. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc effectivement, on va faire en sorte que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Vous avez des profils assez hétérogènes, hein. Le périmètre de la réunion est assez large, hein, puisqu'on va parler donc des dispositifs médico-numériques et de la téléconsultation. Alors, je sais que certains peuvent être intéressés par les deux. Je crois qu'il y a au moins une personne dans l'Assemblée qui va être intéressée par les deux. Sinon, il y a quand même beaucoup de points communs. Donc, voilà, n'hésitez pas à écouter toutes les parties de la présentation. Ça va être assez général, hein, puisque certains n'ont pas, voilà, ne connaissent pas bien toute cette certification. D'autres, je sais qu'ils sont déjà bien engagés dans certaines candidatures. Donc, n'hésitez pas à poser aussi des questions plus précises. Voilà, donc il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, je vais essayer d'aller assez vite, mais n'hésitez pas quand même à m'interrompre, donc en poser des questions. On va essayer que ce soit le plus dynamique possible. Donc voilà, je vais me présenter peut-être en quelques secondes. Donc Yves Loriard, donc chef de projet à l'ANS, donc responsable des projets télésanté et entre autres de la mise en place des guichets donc de certification pour les DM numériques, la téléconsultation et peut-être à l'avenir aussi de la téléexpertise ou tous les sujets de la télésanté. Voilà, donc effectivement, on va présenter alors Paul Alix qui est avec nous, voilà, travaille avec moi depuis à peu près un mois et demi et va m'aider dans ce webinaire. Voilà, donc si tu peux effectivement euh, passer à la slide suivante. Donc, alors il y a déjà une question quiz. Alors je sais pas. Alors, je vais prendre la main peut-être à ce moment-là. À ce Ah oui, moment-là, à ce moment-là. Oui, ça te ouais, va? je vais te laisser. Oui, j'avais pas conscience qu'il y avait déjà une question dès le début, alors que j'ai pas dit grand-chose. Mais voilà, bah, je te laisse la main, Alice. Vas-y. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une petite question déjà, juste pour voir un peu qu'est-ce que vous entendez, vous, par certification, puis aussi quels sont les sujets que vous pensez qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, je pense que vous voyez mon écran, vous allez pouvoir scanner le QR code ou alors simplement aller sur menti.com et rentrer le code. L'idée, c'est on puisse commencer par un petit peu une question ouverte sur qu'est-ce que vous entendez, vous, par certification, DMN, télésanté, télésurveillance. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Donc, j'attends juste que vous soyez connectés et ensuite, on pourra faire cette question-là.
Hop, ouais, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Je vous laisse une petite seconde. Je vous inviterai ensuite à ne pas vous déconnecter et à le garder sur votre téléphone, hein, comme ça permettra de relancer directement quand on aura d'autres questions pendant la séance. Donc, ok, très bien. Donc, première petite question. Lorsqu'on vous parle de référentiel ANS, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? On va vous laisser rentrer. Vous avez la possibilité de rentrer un mot pour qu'on passe un peu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Interopérabilité, bien sûr. Bonne pratique, certification. Bonne pratique, je pense qu'effectivement, on en reparlera, mais ça me paraît effectivement important. Interopérabilité, bien évidemment. Oui, on a le mot spécification qui arrive, effectivement. Ça rejoint un peu interopérabilité, d'ailleurs. Ok, bah, je crois on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal, en effet. C'est des mots Je qu'on te rends va la main, du coup. effectivement, voilà, des mots qu'on va, aborder. Alors, effectivement, il y a des mots qui sont assez clairs, d'autres, voilà, quand on parle de bonne pratique, effectivement, ça peut des fois, être hors cadre de l'ANS, mais effectivement, c'est quelque chose, dont on va pouvoir parler, éventuellement dans le cadre de la téléconsultation. Sinon, effectivement, interopérabilité, exigence, sécurité, voilà, tout ça, c'est exactement dans le scope de l'ANS. Voilà, Bon, du alors, coup, on est bien à la bonne formation, c'est bon, les personnes savent bien où elles mettent les pieds, tout va bien. On peut reprendre la alors présentation. on va donc, ce que j'avais dit en 2 parties, hein. La partie questions-réponses, on va la faire au fil de l'eau, voilà, et donc on va faire 2 parties. Une première partie qui va être, beaucoup plus détaillée sur la partie DM numérique, parce que le projet est beaucoup plus avancé, voilà, donc on a quand même beaucoup plus de choses à dire. Et puis sur la partie téléconsultation, étant donné qu'il y a beaucoup de points communs, voilà, on va voir les différences, on fera un petit statut, du projet, à date, et puis voilà. Donc, sur la partie, des dispositifs médico-numériques, planning assez chargé ce matin. On va revoir donc le périmètre d'application du référentiel, revoir, un petit peu les exigences, qu'est-ce qu'il y a dans ce référentiel. On fera un état des lieux de l'ouverture des guichets, où on en est aujourd'hui. Et justement, quels sont les différents types de guichets qu'on a au niveau des dispositifs médico-numériques, puisqu'il y en a plusieurs. À qui s'adressent ces différents guichets pour, que vous ayez vraiment que ce soit bien clair pour vous, les différences de ces guichets-là. On fera aussi donc, le processus de certification. On n'a pas, prévu aujourd'hui de démonstration de la partie convergence. Voilà, certains sont déjà, dans Convergence, mais on pourra aborder, mais voilà, il n'y aura pas de démonstration de cet outil-là. Et puis après, on verra aussi la vue d'ensemble, des différents parcours, puisque je rappelle que voilà, la partie ANS certification n'est en général qu'une petite, enfin petite ou grosse partie, du process, de remboursement, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et puis, on conclura cette partie-là par, les prochaines étapes du projet. On a mis V2, puisque là, tout ce qu'on va vous présenter est lié effectivement à la première version, de ce référentiel. Donc, déjà le périmètre d'application du référentiel. Donc on parle des dispositifs médicaux numériques. Donc effectivement, ça peut être assez large. Historiquement, le projet avait démarré, sur les dispositifs médicaux, numériques, de télésurveillance.
il a été assez rapidement généralisé à l'ensemble des dispositifs médicaux numériques, qui sont donc beaucoup plus vastes. Un dispositif médical numérique, c'est voilà, ça peut être embarqué dans un dispositif médical ou être un logiciel à part entière qui va être donc marqué CE. Donc effectivement, tout ce référentiel-là va déjà s'appliquer à un dispositif médical et qui a obtenu son marquage CE. Donc, petite subtilité, pour l'instant, on accepte donc la conformité aux anciens règlements, aux anciennes directives ou aux nouveaux règlements européens. Ensuite, il faut effectivement que ce dispositif médical traite de données à caractère personnel. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc la RGPD. Et puis, il faut qu'il soit destiné à un usage individuel. Alors ça, c'est aussi une évidence si on souhaite être remboursé, puisque effectivement, tout ce qui est aujourd'hui inscrit sur la LPP, par exemple, c'est à usage individuel. Voilà, donc on a quand même rappelé les différents critères pour effectivement rentrer dans le cadre de ce référentiel. Alors, on verra un petit peu plus tard, effectivement, une notion un peu plus précise de la recevabilité. Je vous présenterai un arbre de décision voilà, qui s'applique à tous les DM, pour savoir si effectivement il a besoin d'une certification pour rentrer dans le droit commun ou être remboursé. Alors, ce certificat, il est nécessaire effectivement à partir du 31, enfin du 1er janvier 2024 pour tous les DMN donc, qui souhaitent être remboursés par l'assurance maladie. Donc, être remboursé, il y a plusieurs cas de figure. Et comme ça, je vais introduire les différents cas, les différents guichets. Donc, on a effectivement le droit commun, c'est-à-dire une inscription en ligne générique ou en nom de marque, et qui peut être soit sur la LPPR, c'est-à-dire la liste des produits et prestations remboursables, ou sur la LATM, qui est la liste des activités de télésurveillance médicale pour tous les DMN de télésurveillance. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est, je dirais, un remboursement pérenne quand on rentre dans le droit commun. Ensuite, il y a deux autres systèmes qui sont des prises en charge, on va dire, temporaires, qui ont une durée d'un an. C'est la prise en charge donc, de manière anticipée, qu'on appelle PECAN, et la prise en charge de manière transitoire, voilà, qu'on nomme souvent PECT. Voilà. Donc, ensuite, donc, ce référentiel, donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce référentiel? Donc, on va aller voir dans quelques secondes un petit peu comment est fait ce référentiel. Il faut savoir qu'il est donc découpé déjà il y a deux fichiers. Il y a un fichier PDF, Word, qui va plutôt expliquer comment ça fonctionne. Et puis, il y a donc le fichier Excel qui permet vraiment d'avoir le contenu des exigences. Et puis, dans ce contenu, on va voir les preuves qu'on attend et les scénarios qui vont permettre de fabriquer ces preuves. Alors, peut-être tu peux agrandir un petit peu, ouais, Paul-Alix, le fichier. Donc là, on est sur le fichier Excel du référentiel des dispositifs médicaux numériques. Donc, il y a un certain nombre de colonnes. Déjà, il y a une notion de profil qu'on peut aborder ici. Ça va dépendre effectivement de vos cas d'usage, de qu'est-ce que le DMN représente et quelles sont ses fonctionnalités. Donc, il y a un profil général qui s'applique normalement à tout le monde. Et puis après, on peut sélectionner différents profils qui vont permettre d'avoir des exigences supplémentaires.
Un exemple, c'est donc le profil accès usager. Ça, c'est s'il y a effectivement un accès patient dans le dispositif médical. Dans ce cas-là, il faut sélectionner l'accès usager et vous aurez certaines règles, alors en l'occurrence de sécurité, pour l'accès patient. Voilà, donc après, il y a effectivement d'autres profils comme l'accès professionnel de santé. Il y a des exigences particulières si on est référentiel d'identité ou simplement esclave d'identité. Voilà, donc ça permet, c'est pas vraiment un référentiel à la carte, hein, puisque c'est pas optionnel, c'est-à-dire que si vous avez un accès patient, il faut absolument cocher le profil patient. Voilà, donc il faut le cocher en fonction de l'analyse de son dispositif médical numérique. Donc ça, ce sont des points qui sont vérifiés de toute façon par l'ANS lors de la recevabilité. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, donc on peut voir effectivement, oui, la section, Paul-Alix, tu as raison, la troisième colonne, c'est les différentes sections du référentiel. On a donc découpé les exigences en un certain nombre de sections. On peut voir donc la section annuaire, qui sont toutes les exigences. Alors peut-être, Paul-Alix, tu peux rebasculer sur la présentation. Je vais comme ça présenter les différentes sections du référentiel. Donc, la première grosse section, c'est effectivement toute la partie INS. Donc, voilà, on va pas vraiment zoomer sur la partie INS. Il y a des webinaires spécifiques, on a des experts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un dispositif médical numérique, il peut y avoir l'INS à intégrer dans ces DM numériques, et que si c'est le cas, nous avons deux profils types. C'est soit le DM numérique peut récupérer l'identité dans une gamme, par exemple, dans un système hospitalier, et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de refaire toute l'identitovigilance, c'est-à-dire de revérifier l'identité du patient avec une carte d'identité ou un passeport. Dans ce cas-là, il a juste besoin de récupérer via des flux interopérables l'identité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous êtes esclave de l'identité, et il y a comme ça beaucoup moins d'exigences à faire, puisqu'il y a toute une partie qui n'est pas faite dans le dispositif médical numérique. Par contre, il y a des cas de figure où effectivement le dispositif médical numérique ne peut pas s'intégrer à un système, à un autre système. Et dans ce cas-là, il a besoin effectivement, quand il crée un patient, de valider son identité et de la qualifier. Et dans ce cas-là, il y a toutes les règles d'identitovigilance à intégrer dans l'outil DM numérique, et la qualification de l'INS en appelant les téléservices adéquats, les téléservices INSI. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle référentiel d'identité. Et là, il y a un certain nombre d'exigences supplémentaires à intégrer. Voilà, donc ça, c'est la première partie, qui est une partie très importante du référentiel, hein, puisque c'est la majeure partie des exigences sont sur cette partie INS. À noter que si vous êtes référentiel d'identité, il y a une partie homologation au CNDA à obtenir aussi. Ça fait partie d'une des exigences que l'ANS va vérifier. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui peut être fait en amont de la certification à ce référentiel. Ensuite, il y a toute une partie qu'on appelle Pro Santé Connect. Là aussi, hein, je vous invite à aller voir des webinaires de l'ANS sur ce sujet-là. Donc, c'est tout ce qui est identification du professionnel de santé et authentification
dans le dispositif médical numérique. Donc, c'est un référentiel à part entière, hein, le ProSanté Connect, et qui est opposable. Voilà. Donc là aussi, c'est une partie importante, obligatoire, mais qui s'intègre assez facilement de ce qu'on a pu me dire. Ensuite, on a une troisième brique qui est l'annuaire de santé, qui est la vérification de toutes les... Il y a un webinaire ANS. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, a priori. Donc une troisième partie annuaire de santé donc, qui va vérifier dans l'annuaire ANS principalement les données RPPS ou par exemple les mails MS Santé. Donc ça, c'est aussi une partie importante. Donc petite parenthèse, toutes ces briques là qu'on est en train de voir sont issues de référentiels de l'ANS qui sont déjà opposables et qu'on a assemblé pour créer le dispositif le référentiel des DMN. Voilà, on a récupéré les plus importantes, on n'a pas forcément mis toutes les exigences, ça dépend des cas d'usage, voilà, pour faciliter le travail et obtenir cette certification. Ensuite, il y a évidemment une partie RGPD qu'on a abordée déjà tout à l'heure. Donc, sur ce référentiel-là, c'est simplement une attestation sur un des articles du RGPD qui nous intéresse. Et puis, il y a aussi toute une partie portabilité des données. Alors, ça correspond uniquement à une exigence hein, dans le référentiel, mais voilà, c'est une exigence à part entière. C'est tout simplement parce que effectivement, les données appartiennent au patient, il doit pouvoir les récupérer. Et s'il change, par exemple, de DM numérique, il doit pouvoir récupérer ces données pour éventuellement les réintégrer dans un autre DMN. Voilà, donc c'est une exigence qui est pour l'instant assez pas très exigeante. Voilà, il n'y a pas de format d'interopérabilité sur ces portabilités, mais voilà, c'est un premier, on va dire un premier jet dans cette version du référentiel. Et puis toute une partie donc PGSSIS sécurité qui concerne donc les accès professionnels de santé et les accès patients. Voilà, donc une partie également importante. Donc ça, c'est le référentiel ANS, donc qu'on appelle de sécurité, d'interopérabilité. À ce référentiel-là, donc on ajoute aussi des exigences qui sont ici des spécifications techniques HAS pour tout ce qui concerne donc les lignes génériques. Donc les lignes génériques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des spécifications qui sont donc décrites par la Haute Autorité de Santé et ils ont pour 5 pathologies aujourd'hui. Le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire et les prothèses cardiaques implantables, la HAS a rédigé donc des spécifications donc qui ont été aussi publiées au journal officiel et qui ont permis à l'ANS de rédiger des exigences issues de ces spécifications techniques et l'ANS a en charge de vérifier également ces exigences. Donc effectivement, en fonction de la pathologie dont vous vous occupez, de là ou des pathologies dont vous vous occupez, il faudra effectivement aussi sélectionner ces profils-là et donc un certain nombre d'exigences vont devoir s'appliquer et qui seront donc contrôlées par l'ANS. Voilà, donc effectivement, ce référentiel, il comprend, il y a à peu près une centaine d'exigences potentiellement avec les lignes génériques. Voilà, ça peut au maximum représenter 110 exigences. Donc c'est quelque chose qui n'est pas effectivement qui n'est pas négligeable.
Après, tout dépend de votre profil. On a des fois des dispositifs médico-numériques qui ont énormément de développement à faire puisque voilà, il n'y avait pas beaucoup de sécurité, il n'y avait pas l'INS qui était intégré, etc. Maintenant, il y a des fois d'autres candidats qui effectivement ont déjà intégré certaines parties, hein, puisque je rappelle que l'INS, par exemple, est déjà opposable en tant que tel depuis 2021. Donc, même s'il n'y a pas forcément de vérification de l'ANS, ce sont des points qui, normalement, doivent être déjà intégrés dans certains DMN, hein. Je rappelle que l'INS doit être intégré déjà, il faut qu'il y ait un accès professionnel de santé, puisque c'est le professionnel de santé qui va gérer l'INS. C'est lui qui est habilité à gérer l'INS. Voilà. Donc, un petit historique maintenant des différents guichets. Donc, on a abordé tout à l'heure les différents modes de remboursement, je dirais, ligne générique, nom de marque. Donc, tout ça, c'est le droit commun. C'est pour être remboursé par l'assurance maladie. On a vu donc qu'il y avait les guichets PECAN, PECT qui sont des guichets plus pour un remboursement d'une durée limitée dans le temps. Donc, où on en est aujourd'hui? Alors, je vous ai rappelé, et tout à l'heure, dans le nuage de mots, la certification, il y avait marqué réglementation, législation, je crois, ce genre de mots. Effectivement, on est évidemment très lié à tous les articles de loi, les arrêtés et les décrets. Donc, en gros, pour faire assez simple, pour avoir pour ouvrir un guichet, il faut déjà rendre opposable le référentiel et puis après avoir le décret d'application qui permet à l'ANS d'être habilité et d'imposer quelques règles au niveau de la certification. Donc, on voit là qu'effectivement, le projet donc, qui a démarré il y a à peu près 2 ans, la première année a été principalement la construction du référentiel avec des ateliers et puis des concertations. Et puis donc le 1er août, on a pu ouvrir le guichet, donc le premier qui était donc pour le droit commun, mais uniquement en phase transitoire puisque les arrêtés, les décrets n'étaient pas encore passés. Voilà, donc le décret pour tout ce qui est droit commun a été signé donc fin décembre. Et puis l'arrêté donc sur le référentiel des dispositifs médico-numériques a été signé le 22 février 2023, ce qui a permis d'ouvrir donc le premier guichet en début mars 2023 pour tout ce qui concerne le nom de marque. On n'a pas pu ouvrir à ce moment-là encore toute la partie ligne générique puisqu'on attendait effectivement les arrêtés qui rendaient donc opposables les spécifications techniques de la HAS et cela a été fait fin juin 2023, ce qui a permis d'ouvrir cette fois-ci les guichets en ligne générique. Alors une petite exception, bien sûr, il y a toujours une exception. Il y a la partie prothèse cardiaque implantable aujourd'hui qui n'est pas encore ouvert. Il y a les arrêtés qui n'ont pas encore été signés. Donc il y a des discussions en cours côté ministère. Donc voilà, donc je ne parlerai pas des prothèses cardiaques implantables dans toute la présentation, dans toute la suite de la présentation. Voilà, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas par contre, hein, mais voilà, je ne le présenterai pas puisque c'est un sujet qui est encore en cours. Pour la partie PECAN, lui, donc le guichet a pu ouvrir donc le fin mars, non, début avril, pardon. Il y a eu la publication du décret PECAN donc le 30 mars et on a pu ouvrir donc quelques jours après le guichet PECAN.
Donc, je rappelle qu'effectivement, tous ces guichets-là sont sur la plateforme Convergence. Voilà. Donc, on peut passer cette slide-là, puisque j'ai normalement à peu près tout dit avec le graphe précédent. Alors, à qui s'adressent tous ces guichets? Alors, on va commencer par le plus simple. Donc, il y a les guichets droit commun. Donc, quand on s'inscrit sur le droit commun, c'est pour une durée de 5 ans qui est renouvelable. Donc, c'est pareil, je dirais, pour le référentiel ANS, hein. Il est valable 5 ans, renouvelable. Par contre, il y a 2 cas de figure où je dirais le certificat qu'on délivre n'est plus valable. C'est soit vous avez fait une modification majeure dans votre logiciel, dans votre DM numérique, et de fait, vous savez qu'il n'est plus compatible avec certaines exigences. Donc là, c'est de votre responsabilité, je dirais, de redéposer une candidature ou de faire les adaptations nécessaires pour être conforme. Et l'autre cas de figure, c'est effectivement si l'ANS publie une version 2 ou 3, enfin en tout cas une version supplémentaire, avec des exigences certaines qui seront complémentaires, d'autres qui seront modifiées, mises à jour. Et dans ce cas-là, effectivement, le certificat n'est plus valable, puisque c'est un certificat qui s'applique à une certaine version de logiciel et à une certaine version du référentiel. Voilà. Donc, le droit commun, on peut s'inscrire donc en ligne générique ou en nom de marque. Donc la ligne générique, on a vu que ça s'appliquait effectivement à 5 pathologies, que j'ai recitées là et qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, voilà, il y a aussi une inscription qui est possible en nom de marque. Dans ce cas-là, les critères, alors là, je parle un petit peu au nom de la HAS, hein, ça c'est pas du ressort de l'ANS, mais pour s'inscrire en nom de marque, il faut effectivement que ce soit un DMN présentant un caractère innovant. On a remis l'article du Code de la sécurité sociale qui précise les choses. Ça, c'est quelque chose qui sera effectivement vérifié par la HAS. On a mis tout en bas là que effectivement pour tous ces guichets, le référentiel des DM numériques, il est unique. C'est pour ça qu'il s'appelle le référentiel des DM numériques. Donc, quel que soit le guichet, que ce soit ligne générique, nom de marque, ou PECAN ou PECT, ça va être le même référentiel. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc pourquoi on a fait par contre différents guichets? Alors il y a 2 raisons, je dirais, principales. Je dirais une raison historique déjà, parce que vous avez pu voir que les guichets n'ont pas ouvert en même temps et que le parcours est légèrement différent. Le parcours est différent et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, où on a prévu une slide pour vous montrer où se situe l'ANS sur le parcours global de remboursement. Voilà. Donc la partie spécifique, je dirais, nom de marque, c'est quelque chose qui va être vu dans un dossier de candidature qui est à faire côté CNEDIMS, hein, côté HAS. Donc voilà, nous, on va vérifier les mêmes exigences sur le même référentiel. Alors, ensuite, après, un produit unique ne permettant pas la rédaction d'une description d'une ligne générique, effectivement, on ne peut pas de toute façon s'inscrire en nom de marque si il y a une ligne générique. Ça, voilà, c'est pas possible. On ne peut pas s'inscrire à 2 guichets en même temps. Et puis, voilà, s'assurer d'un suivi d'un dispositif sur l'impact des dépenses de l'assurance maladie, etc. Donc ça, c'est aussi
effectivement quelque chose qui est vérifié par la HAS. Voilà. Ensuite, donc les parcours, les guichets Pécan et Pecté. Donc j'ai dit que c'était effectivement pour un remboursement limité dans le temps. Donc Pécan, c'est pour une durée d'1 an qui n'est pas renouvelable. Et puis Pecté, c'est pour une durée d'1 an qui peut être renouvelable une fois. Donc 2 ans maximum. Donc je vous ai mis là les critères effectivement pour être, je dirais, éligible à Pécan. Donc évidemment, le marquage CE, puisque c'est sur les DM numériques, ayant une visée thérapeutique, donc avant l'inscription, hein, puisque je rappelle que l'objectif de Pécan, c'est qu'au bout d'1 an, vous entriez dans le droit commun. Donc c'est voilà, c'est pour être remboursé en avance et principalement si les études cliniques, par exemple, ne sont pas complètement terminées. Voilà, donc c'est surtout cette partie-là. Donc là aussi, il y a un dossier côté CNEDIBS à faire et qu'il faut absolument pas négliger. Je peux donner comme exemple, aujourd'hui, on a eu déjà, on a certifié conforme 2 candidats côté Pécan à la HAS. Un est déjà opérationnel. Il a été aussi un avis favorable de la HAS pour son dossier CNEDIMS, donc il est remboursé actuellement. Et par contre, le candidat n'avait pas bien anticipé le dossier côté HAS, et donc il y a eu un avis malheureusement négatif, parce que je crois que c'était au niveau de l'étude clinique, elle n'était pas conforme, je crois, hein. Donc il faut vraiment que ce soit engagé, voilà, que l'étude clinique ne soit pas complètement terminée, mais il faut déjà que ce soit engagé. Donc toute cette partie-là, côté HAS, hein, je vous invite aussi à aller sur les pages de la HAS. Et puis, il y a aussi un webinaire qui avait été fait en mars de cette année à l'ANS, où on avait effectivement la HAS qui avait bien expliqué sa partie, ainsi que le ministère. Donc, je vous invite éventuellement à aller voir ce webinaire qui vous expliquera plus en détail toute cette partie-là. Voilà, peut-être Alice, quand on enverra la présentation, mettre Ouais, le lien de ce webinaire en même temps, parce que je m'aperçois ok. qu'on ne l'a pas mis là. Voilà. Je vais aller le chercher, je le mettrai dans le chat et je le rappellerai par mail. Oui, tout à fait. Merci. Voilà au niveau des guichets. Alors oui, il y a peut-être une question quiz, et puis peut-être après on pourra prendre quelques questions s'il y en a. Ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on va passer sur une petite question quiz. Ça vous laisse le temps, ça laisse déjà le temps à Yves de respirer un petit peu. Et ça vous laisse également le temps, si vous le souhaitez, de mettre des questions dans le chat. Donc n'hésitez pas, on prendra vos questions juste après la petite question quiz. Je vous laisse revenir au quiz. J'ai mis les détails d'accès dans le chat, c'est le même que tout à l'heure. Et je vous laisse donc revenir sur le quiz. Vous avez une question: quels sont les différents parcours d'entrée dans le droit commun? Donc, selon ce qui a été présenté par Yves à l'instant, quels sont les différents parcours d'entrée? Et on vous laisse remplir. Donc, vous avez le choix, vous avez le droit à plusieurs réponses, hein. Est-ce que c'est parcours en ligne générique, parcours en nom de marque, parcours de prise en charge anticipée, donc la PECAN, ou prise en charge transitoire, la PECT? Ah oui, vous avez le droit à une seule réponse. Effectivement, il y en a effectivement 2 qui sont bonnes. On vous donnera les 2 qui sont bonnes par la suite. Et on vous laisse bien sûr mettre dans le chat pendant ce temps-là si vous avez des questions. Ouais, donc je vois qu'on a plusieurs réponses. On a en effet le parcours en ligne générique.
Voilà, donc les bonnes réponses, c'était effectivement parcours en ligne générique et parcours en nom de marque. Vous aviez bien raison et c'est effectivement ce qui a été présenté par Yves juste avant. Et du coup, je te rends Alors, la main, ouais. Yves, et je vois qu'on a une question dans le chat. Alors on va un petit peu dire tout le monde a raison en fait, parce que c'est vrai que le parcours Pécan, on pourrait le voir comme une étape préliminaire pratiquement à l'entrée dans le droit commun, puisque 1 an après, effectivement, l'objectif c'est de rentrer dans le droit commun. Voilà. Donc effectivement, en général, c'est pas le parcours, mais on peut voir ça un petit peu comme effectivement une étape préliminaire. Voilà. Alors, du coup, j'ai vu qu'il y avait une question, pouvez-vous clarifier ce qu'est un usage individuel? Ou, je crois qu'il y avait aussi une question: pourquoi clarifier cet usage individuel? Alors, l'usage individuel, c'est qu'il ne peut être utilisé en gros que par un seul patient. C'est cette clause-là permet surtout aujourd'hui d'écarter tout ce qui est logiciel de paramétrage où le patient n'est pas identifié. Tout ce qui est aussi télécommande pour des DM numériques et qui là, voilà, ce ne sont pas des DM à usage individuel. Donc, par exemple, c'est vrai que c'est plus facile de noter, par exemple, de donner des exemples. Voilà, tout ce qui est DM de télésurveillance, le patient est authentifié et effectivement, ce sont des DM numériques à usage d'un seul patient, quoi. Voilà, donc c'est effectivement comme ça qu'il faut interpréter dans le cadre des DM numériques la notion d'usage individuel. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à la question. Après, effectivement, nous, dans le cadre, on va y revenir un petit peu plus tard, dans le cadre de la recevabilité, c'est quelque chose qu'on va effectivement analyser pour chaque candidature. Alors Une là, précision sur la question. ouais. Ouais. J'allais te dire, il y a une précision dans le chat. Ouais, sur je le la vois question. effectivement. Donc, si seul le médecin se sert du DM pour donner une information à un patient, est-ce un DM à usage individuel? Alors, je pense que je vais peut-être pas faire l'analyse là comme ça en temps réel, mais alors parce qu'il faut voir aussi est-ce que le médecin bien s'authentifie? Est-ce que le patient, est-ce qu'il est authentifié? Ou est-ce que, par exemple, c'est juste un numéro de série d'une prothèse? Ou est-ce que le patient, il a vraiment un compte derrière? Donc voilà, c'est un petit peu, je pense, difficile là, avec cette simple phrase de dire si c'est à usage individuel, mais j'aurais tendance à dire que, a priori, oui, à partir du moment où on donne une information à un patient, ça sous-entend qu'il y a un usage individuel. Mais voilà, la phrase est peut-être pas encore assez précise pour aller au-delà. Mais effectivement, si le patient est authentifié dans le DM, que le médecin l'est et qu'il va faire une réponse adaptée à un patient pour lui donner une information, c'est probablement qu'effectivement, il y a un usage individuel. Voilà. Euh, alors, on peut, je pense, passer à la slide suivante. Alors, un petit état des lieux du guichet. Voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais on a pratiquement 200 candidatures aujourd'hui, donc qui correspondent à tous les guichets ouverts qu'on a vus. On a 7 candidatures déjà certifiées conformes, donc voilà, ça va s'accélérer dans les prochaines semaines. Et on a aujourd'hui très peu de candidatures rejetées, hein. On en a 5. Et ça, c'est des candidatures voilà, qui ne rentraient pas dans le cadre du périmètre des DMN. Donc, c'est assez simple, puisque aujourd'hui, effectivement, la majorité des candidatures, c'est ceux qui venaient du programme étape ou des DM numériques qui sont aujourd'hui inscrits sur la LPP et qui vont avoir besoin du certificat à la fin d'année.
voilà, donc on est vraiment sur des cas de figure où il y avait très peu d'ambiguïté. Voilà. Voilà, pas plus de choses à dire, juste pour dire qu'effectivement, là, on est vraiment dans la phase où on a un nombre exponentiel de candidatures, des échéances voilà, assez fortes. On n'est pas encore en rythme de croisière, hein, puisque là, on a ouvert les guichets il y a quelques semaines, et la législation impose donc cette certification pour le remboursement dès janvier 2024. Donc on a vraiment beaucoup de candidatures. Je pense qu'après, courant 2024 ou 2025, voilà, on sera plus sur un rythme de croisière un petit peu moins important, mais voilà, c'est pas sûr parce que c'est vraiment un sujet d'actualité, hein, tous ces DM numériques, il y en a de plus en plus. Là, c'est un petit peu la répartition en ligne générique. Voilà, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que on a sur les 5 pathologies, elles sont toutes bien représentées au niveau des candidatures, avec voilà, une quinzaine de candidatures par pathologie. Bon, évidemment, les prothèses cardiaques implantables, il y en a un petit peu moins, puisqu'il y a un petit peu moins de fabricants de prothèses cardiaques. Mais voilà, donc toutes les pathologies sont représentées. Toutes les candidatures en nom de marque, j'ai mis, c'est principalement de la télésurveillance au niveau oncologie. Voilà, il peut y avoir aussi d'autres pathologies. Et puis, il faut savoir que les lignes génériques, c'est quelque chose qui peut changer aussi. La HAS pourra en 2024 faire une spécification technique 2024 ou 2025 sur une autre pathologie, pourquoi pas l'oncologie ou l'ophtalmo, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas vu vraiment encore de projet de ce type-là, mais voilà, c'est quelque chose que voilà, on peut avoir des nouvelles lignes génériques à venir. Alors, le process de certification à l'ANS, donc tout se passe sur la plateforme Convergence, et il y a principalement 2 phases. Donc la phase 1, qu'on appelle la phase de recevabilité, c'est principalement un dépôt administratif avec numéro SIRET, de la documentation, des certificats de marquage CE, enfin voilà, toute cette partie, je dirais, plutôt administrative. Et l'ANS va donc étudier la recevabilité pour vérifier qu'effectivement les profils que vous avez sélectionnés, par exemple, sont corrects, que vous avez bien fait votre candidature au bon endroit. Voilà, on va vérifier un certain nombre de choses. Et puis, s'il y a des points de divergence, évidemment, on voit avec vous, on se met d'accord. Vous verrez qu'il y a beaucoup de principes d'itération avec l'ANS, hein, et c'est surtout valable sur la phase 2. Donc effectivement, une fois que la candidature est recevable, il y a la signature d'une convention avec l'entreprise du numérique en santé, et ça permet d'ouvrir l'espace de preuve où vous allez pouvoir déposer l'ensemble de vos preuves. Donc c'est là où effectivement il y a pas mal d'itérations, malheureusement je dirais. Donc vous déposez vos preuves, si possible l'ensemble des preuves, et puis l'ANS va donc analyser ces preuves et dire lesquelles sont conformes et lesquelles sont non conformes ou incomplètes, et on va vous demander effectivement des preuves complémentaires ou de modifier des développements du DM numérique. Voilà, donc c'est là où il peut y avoir effectivement un certain nombre d'allers-retours. Donc c'est un principe qui est différent, hein, du dossier CNEDIMS dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, où effectivement là c'est un petit peu différent, donc il faut faire très attention. Par exemple à la CNEDIMS, vous déposez un dossier complet, et après la HAS va donner son avis
il n'y a pas de principe forcément d'itération. Donc voilà, nous, on est un petit peu plus souple, ce qui est normal aussi, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup d'exigences sécurité, voilà, beaucoup de points assez précis. Donc, on est obligé de faire ce principe d'itération, sinon on n'aurait aucun dispositif médical conforme rapidement. Voilà, donc 2 phases, une phase de recevabilité et une phase de dépôt et d'analyse des preuves. Alors là, ça rappelle effectivement les différentes phases et cette slide me permet aussi de zoomer un petit peu sur la partie recevabilité, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les dispositifs médicaux numériques, il y a énormément de cas d'usage. Voilà, il y a énormément de choses. Et ça, on s'en est aperçu parce qu'on est en train effectivement de certifier conforme une grande majorité de dispositifs médicaux numériques qui sont aujourd'hui inscrits sur l'LPP et qui ont besoin donc d'un certificat au 31/12 de cette année. On s'est aperçu, oui, merci Paul-X, qu'effectivement l'analyse de la recevabilité nécessitait de se poser un certain nombre de questions. Donc, on a listé là les différentes questions qui peuvent permettre à un candidat de savoir si effectivement son dispositif médical doit être certifié par l'ANS. Donc voilà, je ne sais pas si certains sont concernés dans l'assemblée là, mais en tout cas, on a fait cet arbre qui sera prochainement publié donc sur le site de l'ANS et puis côté Genius aussi également. Donc la recevabilité, donc le marquage CE, bien sûr, on en a déjà parlé. Le DM est-il pris en charge donc via la LPP? Ou est-ce qu'ils souhaitent être pris en charge, puisque ça s'applique aussi à ceux qui vont s'inscrire sur cette liste de remboursement. Ensuite, est-ce que le DM embarque des fonctions numériques? Donc, c'est là où nous avons précisé les choses. C'est que c'est un dispositif médical donc, qui peut être soit on a mis un logiciel en tant que dispositif médical ou un logiciel qui embarque, qui est embarqué dans un dispositif médical. Donc, la première partie, en gros, c'est un logiciel qui est certifié en tant que dispositif médical. Et le deuxième cas de figure, c'est aussi des logiciels qui sont donc embarqués dans un dispositif médical. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est vraiment la notion la plus large possible de dispositif médical numérique qu'on a souhaité mettre en place. Voilà, donc on revient aussi donc sur cette notion de traitement des données à caractère personnel et d'usage individuel, bien sûr, qui sont notés dans le référentiel. Et puis la deuxième partie, c'est effectivement quelles sont les exigences qui vont s'appliquer, puisque sur cette partie-là, on voit que vu la multiplicité des cas de figure de dispositifs médicaux numériques, au final, l'ensemble des exigences qu'on a vues tout à l'heure, toutes ne vont pas s'appliquer. L'INS peut ne pas s'appliquer. L'annuaire aussi peut ne pas s'appliquer s'il n'y a pas de professionnels de santé, s'il n'y a pas d'accès à des professionnels de santé. Pareil, s'il n'y a pas d'accès aux patients. Voilà, donc il y a un certain nombre effectivement de questions là qu'on a listées. C'est est-ce que déjà ça implique un hébergement de données? Alors là, on a mis hors stockage local, c'est-à-dire qu'effectivement, un DM numérique peut juste stocker ses données dans son dispositif, mais ne pas externaliser dans une base de données, dans le cloud, des données. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est surtout pour savoir s'il y a besoin d'avoir un certificat HDS, par exemple. Ensuite, est-ce qu'il y a un accès pour les patients? Des fois, on a des dispositifs médicaux numériques qui n'ont même pas d'interface, qui n'ont pas d'écran.
voilà, et qui n'ont pas d'accès patient. Donc, dans ce cas-là, évidemment, toute la partie PSSIS patient ne va pas s'appliquer. Et puis aussi, l'autre partie très importante, c'est est-ce qu'il y a un accès à un professionnel de santé sur ce dispositif médical numérique. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas d'accès professionnel de santé, dans ce cas-là, il n'y a pas PSC qui va s'appliquer, il n'y a pas l'annuaire, il n'y a pas l'INS. Voilà, il y a toute une partie qui ne va effectivement qui va être non applicable du référentiel. Pour autant, on délivre donc quand même, à partir du moment où le DMN est recevable, on va délivrer un certificat à partir du moment où toutes les exigences applicables sont conformes. Voilà. Donc on peut peut-être passer aux slides suivantes en allant peut-être. J'en profite, Yves, tu as une petite question dans le chat. Alors, petite, je crois que tu es. Alors, je ne sais pas où elle commence en fait la question. Si on a des modifications à faire sur voilà. notre DM car non conforme à certains points, comment on fait pour le modifier sans faire de modifications significatives qui feraient basculer sur le MDR en cas de legacy device? Quid des softwares qui sont DM avec un hardware sans software embarqué? Alors, s'il y a des modifications à faire, là, il y a une analyse effectivement à faire de votre côté pour savoir s'il y a besoin de recertifier le DM. Jusqu'à présent, on a eu, si les développements sont faits et sont assez compartimentés, jusqu'à présent, la plupart des cas, tous les développements qu'il y a à faire au niveau du dispositif médical n'entraînent pas de recertification marquage CE. Pour l'instant, c'est effectivement le cas de figure qu'on a toujours constaté. On nous a toujours effectivement remonté cette problématique qui est plus un risque, effectivement. Et si effectivement il y a des modifications à faire et que ça engendre une recertification du marquage CE, dans ce cas-là, effectivement, la problématique, c'est que ça va engendrer un délai significatif pour que vous puissiez déposer un dossier de notre côté avec effectivement un dispositif médical numérique qui répond à nos exigences et qui soit marqué CE, quoi. Donc, il y a effectivement cette problématique de délai. Maintenant, jusqu'à présent, normalement, nous, c'est des exigences qui concernent donc la sécurité, l'interopérabilité et qui normalement ne modifient pas le code de la partie marquée CE. Donc voilà, après, si vous avez un cas particulier et des problématiques, voilà, vous pouvez prendre contact avec nous. Voilà. Et donc la deuxième partie de la question, quid des softwares qui sont DM avec un hardware sans software embarqué? Si le software il est DM, déjà ça veut dire que c'est un dispositif médical numérique et qui doit être certifié. Et s'il y a un hardware sans software embarqué, alors peut-être là, on va peut-être, je ne sais plus si c'est la slide d'après, mais effectivement, quand on a fait là, cette arbre de décision, on voit les informations générales où on demande un diagramme d'architecture de l'ensemble de votre système, parce qu'effectivement, il peut y avoir donc du software, du hardware, et un dispositif médical qui est éventuellement sur un ensemble du système, sur certaines fonctionnalités. Donc nous, effectivement, avec ce diagramme d'architecture et la liste de tous les composants qu'on vous demande, on va analyser le système dans sa globalité pour savoir ce composant, oui, il doit être certifié conforme, celui-là, non, il ne l'est pas, pour telle raison, ou celui-là, il l'est, et quelles sont les exigences qui sont applicables sur tel dispositif médical numérique. Voilà, donc on analyse
quand vous déposez une candidature, on analyse vraiment le système dans sa globalité. Et puis, on vous dit qu'est-ce qui doit être recevable, qu'est-ce qui n'est pas recevable, et éventuellement, à la suite de l'analyse de ce dossier, on sera en mesure de vous dire, bah là, il faut que vous nous fassiez un dossier complémentaire, un deuxième dossier pour un autre type de DM qu'on a, voilà, qu'on a identifié. Donc voilà, pour répondre à la question, quid des softwares et des DM avec des hardware, etc. Bah, voilà, il faut analyser tout ça, mais voilà, que ce soit un hardware ou un software, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des dispositifs médicaux numériques dans les deux cas, embarqués ou non embarqués, et qui peuvent donc répondre à ce référentiel des dispositifs médicaux numériques. Voilà. Après, effectivement, à voir quelles sont les exigences qui vont s'appliquer. En général, les softwares vont avoir, puisqu'ils vont avoir principalement des interfaces, vont avoir beaucoup plus d'exigences qui vont s'appliquer. Voilà, donc là, évidemment, je parle de généralité, alors que les hardware, il va y avoir beaucoup moins d'exigences qui vont s'appliquer sur cette V1 du référentiel. Hein. Nous avons un certain nombre de dispositifs médicaux numériques où finalement, les seules exigences qui s'appliquent sont la portabilité et le RGPD. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de cas de figure où il y a très peu d'exigences pour être conforme sur cette V1. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Paul-Alix, donc on peut passer, je pense, les 2 slides suivantes qui sont en fait, je dirais, la visualisation graphique de cette arbre de décision pour savoir si vous êtes recevable pour les DM numériques inscrits inscrits ou à inscrire sur la LPP. Voilà, donc ce sera publié prochainement et de toute façon, on va vous envoyer les slides. Mais normalement, ça retrace ce que j'ai pu dire. Alors, sur la partie, ça c'est donc les slides sur les vues d'ensemble d'un parcours de demande de remboursement. Donc, j'ai repris 3 slides du ministère. Donc là, c'est le parcours global pour une demande de remboursement d'une inscription en nom de marque. Donc, ce qu'il faut savoir, la partie importante, c'est que la première partie, je dirais, c'est la certification effectivement ANS. Il faut avoir ce certificat donc, qui va vérifier toute la partie interopérabilité et sécurité. Il faut ce certificat pour après déposer le dossier à la HAS. Et puis après, la troisième partie, c'est effectivement l'inscription sur la liste, où là, il faut être donc conforme à ANS et avoir l'avis positif de la HAS. Voilà, donc c'est un process qui est séquentiel. Vous voyez, il faut d'abord la certification ANS, puis le dossier HAS et enfin l'inscription par le ministère. Alors, il y a des délais qui sont marqués. Alors, attention, le délai de 60 jours pour l'ANS, c'est ce qui est marqué dans le décret, c'est ce qu'on suit. C'est 60 jours d'analyse. Donc, quand je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'allers-retours. Et ben, dès qu'il y a un aller-retour, dès que c'est pas conforme, le compteur des 60 jours se bloque pour vous laisser le temps de faire vos adaptations. Donc voilà, plus vite vous nous redéposerez des preuves conformes et plus le délai global va se raccourcir. Voilà. Donc les 60 jours, c'est des 60 jours d'analyse ANS et d'expérience. Pour l'instant, je peux dire que ça demande évidemment beaucoup plus que 60 jours pour être certifié. Voilà, mais tout est possible. Tout est possible. Ensuite, donc là, c'est sur la ligne générique. Alors, le schéma est un petit peu plus simple puisqu'on a vu que toute la partie des exigences des spécifications techniques HAS ont été intégrées dans le parcours des exigences qui sont vérifiées par l'ANS.
Donc effectivement, quand on dit la certification ANS, en fait, dans ce cas-là, on va vous fournir, nous, un certificat d'interop et de sécurité, et puis un certificat aussi sur les lignes génériques que vous aurez sélectionnées. Donc ça, c'est la première étape, et au final, il y a plus qu'une deuxième étape, hein. Alors là, il y a effectivement une deuxième étape et troisième étape, mais en fait, la deuxième et la troisième, c'est l'étape côté ministère, où vous allez donner votre certificat ANS, répondre aussi à certaines questions, et puis enfin remplir un dossier. Et puis, vous aurez donc l'attribution du code. Il n'y a pas besoin de déposer un dossier côté HAS. Voilà, donc c'est un petit peu plus simple au niveau du process. Voilà. Et puis, le dernier process, c'est pour la partie PECAN. Paul-Alix, si tu peux aller à la slide suivante, merci. Donc sur la partie PECAN, où pour faire rapide, c'est la même chose que la partie nom de marque. Il y a un dossier, une évaluation HAS là, qui est notée en rose. Et la particularité, c'est que effectivement, l'évaluation de la HAS se fait en parallèle de l'instruction côté ANS. Donc ça permet d'aller plus vite pour vous, d'avoir des réponses plus rapides, et donc de rentrer le plus rapidement possible dans ce remboursement PECAN. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est que on essaye vraiment pour la partie PECAN qu'il y ait le moins de freins possible pour que voilà, vous puissiez rentrer dans ce mode de remboursement voilà, le plus rapidement possible. Voilà, et puis ensuite, le reste, effectivement, ce qu'on peut voir, la partie droite, c'est justement pour rentrer dans le droit commun, il y a effectivement après un dossier LPP, donc côté ministère à faire au bout de 6 mois ou au bout de 9 mois, en fonction de votre dispositif médical numérique, voilà, où il y a une évaluation HAS à faire. Par contre, effectivement, l'instruction côté ANS, vous n'avez pas besoin de la refaire. Nous, notre certificat interop et sécurité, il est valide, sauf, enfin, c'est de votre responsabilité. Après, si vous avez fait des évolutions majeures dans votre DMN, voilà, mais c'est de votre responsabilité de savoir si vous êtes encore conforme au référentiel. Voilà. Et si nous n'avons pas publié de version supplémentaire, de version postérieure, voilà, votre certificat est toujours valable. Donc, vous avez juste un dossier complémentaire à l'HAS à faire pour rentrer dans le droit commun. Voilà. Alors, les prochaines étapes, et ça va conclure la partie des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux numériques. Donc, la V2, sur laquelle on a commencé à travailler, et que ça va s'accélérer principalement en janvier 2024. Voilà, on va élaborer donc une V2 du référentiel. On a mis là quelques axes de travail. Cette liste n'est pas exhaustive, hein, mais c'est un petit peu pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce référentiel. Effectivement, ce qu'on a vu là, la mise en place de l'annuaire avec la vérification du RPPS, la mise en place de l'INS, voilà, c'est déjà des fonctionnalités en soi, mais ça prépare surtout le terrain pour le partage sur le DMP, l'envoi de documents interopérables via la messagerie sécurisée de santé. On fera probablement donc un rapprochement avec Mon Espace Santé. Voilà, donc on a pas mal de choses, voilà, qui sont déjà dans les cartons, qui restent à finaliser. Donc l'objectif, c'est effectivement de donner de la visibilité sur une V2 du référentiel d'ici T3 2024. Et puis on travaillera en parallèle sur effectivement un calendrier de mise en œuvre de cette V2.
Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ce projet de certification des dispositifs médicaux numériques, voilà, il va évoluer au cours du temps, évidemment. Voilà. Peut-être s'il y a des questions, alors il y a des questions quiz déjà. Donc, Alice, je te laisse la parole. Yes, je reprends la main, tout à fait. Comme disait Yves, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou à intervenir, on pourra y répondre. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises parmi vous qui m'ont posé des questions, notamment sur vos cas particuliers dans vos entreprises. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le moment pour les poser. N'hésitez pas à les poser. Et en parallèle, hop, je relance une question quiz. Je vois qu'on a des questions pendant ce temps dans le chat, c'est top. Comme ça, Yves, ça te laisse le temps de les prendre en connaissance pendant que je lance le quiz. Donc, première question, pouvez-vous citer 3 catégories d'exigences du référentiel des DMN parmi ce qui a été proposé présenté par Yves? Est-ce que vous pouvez présenter trois catégories d'exigences du référentiel des DMN? Alors, il y en a de premières réponses, ProSanté Connect, INS. Est-ce que peut-être vous avez d'autres guichets en tête? Ouais, le RGPD, marquage CE. On a la PSG SSIS qui vient d'arriver, effectivement. Bon, l'INS est bien identifié. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Yves, on en a 6 au total, c'est bien ça? Oula, oui, ça doit être quelque chose comme ça, oui. Tu me poses une colle. Mais voilà, oui, à peu près, ouais, enfin. Alors, je ne sais pas si la taille est proportionnelle au nombre de réponses, c'est ça? Tout à fait. Là, on voit que l'INS et le RGPD, ceux qui apparaissent le plus parce qu'ils ont été le plus cités, tout à fait. OK, alors le marquage CE, c'est pas une catégorie d'exigence, hein, c'est un document effectivement qu'on demande lors de la recevabilité, mais c'est pas voilà, enfin, c'est pas une exigence en tant que telle du référentiel, mais évidemment que c'est un critère d'éligibilité. Donc, voilà, je voulais préciser, mais de votre point de vue, j'imagine que c'est la même chose. Peut-être on peut passer à la deuxième question? On a la portabilité des données. Ouais. On avait la portabilité des données également qui n'est pas apparue, si je dis pas de bêtises, Yves? Ouais. Oui, effectivement, ouais. Bon, c'est vrai que c'est une seule exigence, donc peut-être que c'est écrit en tout petit, mais qu'on le voit pas. OK, et la question suivante. Donc la question suivante, à quel type de DMN s'adresse le parcours Pécan? Et cette fois-ci, j'ai corrigé, vous pouvez bien sélectionner 2 réponses puisqu'il y a 2 bonnes réponses. Donc, à quel type de DMN s'adresse le parcours Pécan? Est-ce qu'on parle des DMN marquage CE innovants ayant une finalité thérapeutique ou de compensation des handicaps? Est-ce qu'on parle plutôt de DMN ayant une visée thérapeutique avant inscription sur la liste LPPR? Ou est-ce qu'on parle plutôt des DMN qui ne sont pas pris en charge dans le cadre des prestations d'hospitalisation ou des DMN marqués CE? Il y a 2 bonnes réponses qui sont complémentaires. Et on a une autre question dans le chat en parallèle. OK, comme je vois que le temps passe, je vais effectivement enchaîner. Alors je vais répondre déjà à la dernière question. Donc pour l'instruction de certification INS, est-ce qu'elle peut se dérouler en même temps que l'instruction de la certification CE, classe 2A par exemple? Alors, effectivement, on peut, dans certains cas de figure, accepter, je dirais, éventuellement l'ancien marquage CE pour la recevabilité, sachant qu'il ne sera pas conforme, et accepter d'avoir le marquage CE à la toute fin de procédure pour permettre
voilà, de faire toute cette analyse de preuves pendant le processus. Parce que comme on connaît les délais des organismes notifiés, voilà, on peut accepter voilà, cette exception d'avoir le marquage CE en toute fin de procédure. Mais évidemment, le certificat ne sera délivré à la fin qu'avec le certificat MDR, du coup, définitif. Voilà, donc je pense avoir répondu à cette question-là. Alors, on me dit, est-ce qu'il est défini quelque part ce qu'est un changement majeur? Alors, c'est pas défini quelque part, mais je peux le définir très rapidement, hein. Ce que j'appelle un changement majeur, c'est un changement qui ferait que votre logiciel, votre DMN, n'est plus compatible avec le certificat. Donc voilà, il n'y a pas besoin de le définir plus que ça. Alors, cela, c'est pour savoir dans quel cas spécifique nous devons resoumettre une nouvelle certification. Alors, je peux peut-être donner quelques exemples, hein. Pour l'instant, on n'a pas encore de cas pratique puisqu'on est au tout début. Mais voilà, vous venez de faire certifier votre DM numérique. Et puis, bah, je ne sais pas, vous faites des modifications sur des exigences, des modifications qui modifient en rien les exigences et les preuves. Bon, bah, ça, c'est le cas classique. Voilà, vous êtes toujours, vous savez que vous êtes conforme. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y aura un système d'audit aussi qui pourra être mis en place, c'est-à-dire qu'il y aura des vérifications qui seront mis en place dans les prochains mois. Il y a un projet qui est en cours pour vérifier les DMN s'ils sont bien conformes, ceux qui sont en production. Donc voilà, il y aura des contrôles. Donc à vous d'être certain que votre DMN il est toujours conforme. Donc si vous faites des modifications pour d'autres fonctionnalités qui n'ont rien à voir avec le référentiel, pas besoin évidemment de repasser une certification. Si ensuite vous faites des modifications sur des interfaces qui changent, des interfaces où on voit le patient qui ont été des éléments de preuve, mais que vous savez que c'est toujours compatible et que vous vous dites, si là j'ai un audit, oui, je sais que je suis conforme, il n'y a pas de souci, parce que ce que j'ai modifié, ok, ça modifie, mais je sais que je suis conforme. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est là que je dis que c'est de votre responsabilité. Voilà, il y aura pas de souci. Si par contre, vous mettez, par exemple, vous étiez que référentiel d'identité et puis vous décidez d'être. Vous étiez esclave de l'identité, vous voulez être référentiel d'identité. Donc là, vous allez faire des modifications majeures sur des exigences que vous n'avez jamais montrées à l'ANS. Donc là, forcément, il faut repasser une certification. Voilà, après, il y aura probablement de nombreux cas de figure, mais en tout cas, voilà, tant que vous êtes compatible et que vous savez que vous êtes compatible, il n'y a pas de souci. Si par contre, vous faites des modifications qui font modifier des preuves et que vous avez un doute sur votre compatibilité, votre certification, vous demandez, vous redéposez un dossier. Voilà. Mais c'est des cas, voilà, vous pouvez aussi nous demander avant de redéposer un dossier et on vous répondra. Je dirais que ce cas de figure-là, il va arriver, bien sûr, mais comme, et je vais rejoindre sur la question sur la V2, la V2 qui sera probablement pour du 2025, voilà, je dirais que la prochaine certification pour ceux qui sont V1, ça va être la V2. Entre-temps, bah, s'il faut qu'ils repassent une certification, ils le feront, mais voilà, si vous avez le moindre doute voilà, par rapport à ma question, il faut revenir à nous. Mais en gros, modification majeure, ça veut dire une modification et que vous modifiez des preuves de façon conséquente que vous aviez déposées à l'ANS. Voilà. Alors, on va basculer sur la partie téléconsultation. Et justement, ça va me permettre de répondre en même temps à la question la V2 implique-t-elle un peu plus d'exigences à courir par rapport à la V1 ?
Alors, donc le planning, là, effectivement, on va revoir un petit peu l'agrément, un petit peu le planning et les exigences. Et dans le cadre de l'exigence, voilà, je répondrai en même temps à la question sur la V2. Et sur la date de mise en œuvre de la V2, bah, j'ai un petit peu répondu. Voilà, c'est une idée, mais qui n'est absolument pas officielle, mais c'est pas avant 2025. Voilà. Donc, l'agrément de téléconsultation, alors la certification déjà de conformité au logiciel de téléconsultation fait partie aujourd'hui d'un agrément pour les sociétés de téléconsultation. Donc, je rappelle qu'une société de téléconsultation, c'est donc une société qui salarie des médecins. Donc, la première phase du projet de téléconsultation va concerner ces sociétés de téléconsultation. Et c'est eux qui doivent avoir un agrément pour la fin d'année. On va y revenir un petit peu plus tard avec le planning. Donc ces sociétés de téléconsultation, dans le cadre de leur agrément, un des points qu'on va leur demander, que le ministère va leur demander, c'est effectivement d'avoir la certification ANS. Et donc la certification, eh ben, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir là, sauf que c'est un référentiel différent, mais il faut déposer un dossier de candidature sur le guichet de téléconsultation et être recevable, et puis déposer ses preuves et avoir son certificat pour pouvoir après postuler à l'agrément de téléconsultation. Alors, donc ça, c'est la première partie, fin de 2023. Il faut que les sociétés de téléconsultation soient aient l'agrément. Courant 2024, je l'aborde juste là très rapidement. Ce référentiel-là sera effectivement généralisé à l'ensemble des logiciels de téléconsultation, donc pas que ceux qui sont utilisés dans le cadre des sociétés de téléconsultation. Voilà. Donc, lors de la généralisation, il y aura évidemment beaucoup plus d'impact dans l'écosystème, puisqu'il y aura beaucoup plus de logiciels impactés. Alors, slide suivante. Donc le planning, alors on va aller assez rapidement, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous là qui sont que ça intéresse. Donc ce planning, l'agrément, il y a eu une réunion hier, donc voilà, c'est des nouvelles toutes fraîches. On sait que l'agrément, voilà, il y aura une très très grande difficulté à l'avoir d'ici fin d'année. Donc voilà, ce qui a été annoncé hier, c'est que en gros, les sociétés de téléconsultation pourront continuer de facturer comme aujourd'hui pendant un trimestre maximum, le premier trimestre 2024. Voilà, donc ça va effectivement, ça permet d'alléger un petit peu cette contrainte du 31/12/2023, pardon. Donc, en termes de projet, par contre, nous, côté ANS, nous allons ouvrir le guichet de téléconsultation entre voilà, fin novembre, début décembre. C'est ça l'objectif. Donc, ça permettra de déposer les différents dossiers aux sociétés de téléconsultation. Par contre, nous serons obligés d'attendre les décrets et les arrêtés pour délivrer un certificat donc provisoire. En fait, pour toutes les solutions de téléconsultation qui seront recevables, nous délivrerons un certificat provisoire qui sera donc valable jusqu'à fin juin 2024. Et qui permettra donc à la société de téléconsultation d'avoir son agrément. Fin juin 2024, il faudra être conforme à certaines exigences de ce référentiel pour avoir 6 mois supplémentaires de certificat provisoire. Et l'objectif, c'est donc d'avoir un certificat définitif au plus tard fin 2024.
Voilà, donc je fais très rapide. Alors, voilà, oui, tu peux passer effectivement au contenu du référentiel de téléconsultation. Alors, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la V2 allait nous permettre que j'allais répondre à la V2 des DMN avec cette slide, c'est tout simplement parce qu'effectivement, la, la, la V2 des DMN va ressembler beaucoup à ce périmètre de la V1 de la téléconsultation. Vous voyez effectivement que on a repris les différentes sections qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, l'INS, RPPS, la partie ProSanté Connect, voilà, donc il y a un certain nombre de blocs qui sont identiques. Alors les exigences ont été mises à jour pour certaines, hein, voilà, puisque l'autre datait déjà depuis plus d'un an. Donc il y a des petites modifications, mais enfin grosso modo ce sont les mêmes sections auxquelles on a ajouté donc alors la partie HDS RGPD fait maintenant partie du référentiel, c'est pour ça qu'à gauche vous avez un bloc. Il y a donc la compatibilité DMP qui fait partie de cette V1 des téléconsultations et qui fera donc partie de la V2 des DMN. Pareil pour la partie message sécurisé de santé. Et puis, toute une partie interopérabilité aussi des documents et des comptes rendus. Et puis, il y a aussi une grosse partie éthique, puisque maintenant, l'ANS est donc habilité à faire des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Donc, il y aura des exigences éthiques qui vont être intégrées dans tous les référentiels de l'ANS. Et donc, le référentiel de téléconsultation sera le premier à avoir ces exigences. Voilà. Donc, là où on avait une centaine d'exigences côté DMN, nous en avons maintenant un peu plus de 200. Donc voilà, c'est un référentiel qui est vraiment complet. Qui est donc, il y a forcément du développement à faire, il y a beaucoup de choses à faire. La candidature, voilà, c'est 200 preuves à fournir. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Voilà, donc je rappelle que ce référentiel-là, voilà, il n'est pas encore, l'arrêté pour le rendre opposable n'est pas encore signé, hein. Ça, ce sera probablement début janvier, ce qui permettra effectivement d'ouvrir le guichet d'ouvrir l'espace de preuve du guichet téléconsultation début janvier. Mais on ouvrira pour la partie administrative le guichet de téléconsultation, donc fin novembre, début décembre. Voilà. Peut-être finaliser. Alors, une question quiz. Ouais, Alice, je te laisse la parole. Yes, je vais reprendre la main. Donc, dernière petite question de quiz. Alors, on en avait deux, on va s'arrêter sur une. Pendant ce temps, vous pouvez encore une fois, hein, n'hésitez pas, poser vos questions dans le chat. On a encore, bien sûr, une petite minute pour y répondre aux besoins. La question qu'on va vous poser, c'est y a-t-il une différence entre le référentiel DMN et celui des logiciels de TLC, donc de téléconsultation? On vous laisse répondre à cette question pour voir si effectivement on a une bonne compréhension et puis avant de se quitter. Et je crois qu'on n'a pas de questions dans le chat a priori. Donc c'est que ça Alors, il y clair. a juste une question, je vois. Est-ce que la certification est payante? Et si oui, cela coûte combien? Alors, aujourd'hui, la certification ANS est gratuite. Voilà, il n'y a pas de coût, je dirais, supplémentaire, hein. Ce qui va vous coûter de votre côté, c'est effectivement les développements pour être conforme, hein. Donc voilà, pour l'instant, c'est une certification qui est gratuite. Par contre, la certification côté HAS est payante. C'est quelques milliers d'euros, je crois. Voilà, donc voilà, ça répond à la question. Et question sur la certification ANS, peut-on obtenir un certificat définitif dès lors qu'on est conforme au référentiel ANS?
Oui, bien sûr. Alors, je pense que la question rejoint peut-être la partie quand je parlais des certificats provisoires. Donc là, on va délivrer des certificats provisoires à tout le monde parce qu'il y a une question de timing. On n'aura pas le temps de certifier et la plupart des candidats ne pourront pas fournir toutes les preuves. Mais effectivement, si un candidat fournit toutes les preuves, on va lui délivrer le plus rapidement possible son certificat définitif dès lors que tout est conforme, bien sûr. Et je vois qu'il y a encore une question concernant l'INS, la notion d'esclave d'identité. Si je comprends bien, DMN est esclave lorsqu'il reçoit l'INS d'un autre outil. Alors, il peut aussi être référentiel d'identité et en même temps recevoir des identités, voilà, des identités. Parce que je rappelle que quand on est référentiel d'identité, on peut aussi accepter des flux d'identité externes. Donc, par contre, effectivement, on accepte aujourd'hui que si vous êtes référentiel d'identité et que vous que vous attestez que vous ne recevez pas de flux externes, dans ce cas-là, on a effectivement les exigences d'interopérabilité qui peuvent être non applicables. Voilà, donc j'espère. Merci Voilà. beaucoup, Yves. Voilà. Je lisais la fin de la question, et donc je vais finir par ça. Effectivement, donc il n'est pas nécessaire de traiter les statuts de l'identité quand on est effectivement esclave de l'identité. C'est pour ça que c'est beaucoup plus léger en termes de développement. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse et merci beaucoup pour cette Voilà. présentation. Vas-y, je t'en prie. Non, je te laisse, du coup, je te laisse conclure, hein. Il y avait juste la dernière slide, mais vous l'aurez dans la présentation. Ça, donc, on l'a abordé. Et la dernière slide, c'est tout ce qui vous permet de contacter l'ANS via les sites, le portail, les formulaires de contact, etc. Et voilà, donc vous aurez les liens avec la présentation. Et Alice, donc, je te laisse conclure. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, en conclusion, on va juste vous demander de prendre 2 petites minutes, s'il vous plaît, pour cliquer sur le lien que je vais mettre dans le chat et donner votre avis sur cette session. Surtout, donner les points que vous auriez pu voir comme amélioration ou les sujets sur lesquels vous souhaiteriez recevoir d'autres webinaires à destination des entreprises innovantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a pris le parti d'être vraiment en très petit comité pour ne recevoir que des entreprises innovantes. Donc, voir si ce format-là, il vous plaît ou pas. Vous pouvez aussi donner votre avis là-dessus. C'est des questions très ouvertes. Il y en a 2 ou 3. C'est très, très rapide. Donc, vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis. Nous, ça nous aide beaucoup, que ce soit sur les formations certification DMN, mais sur les formations innovation à plus grande échelle. Donc, vraiment, prenez 2 petites minutes, s'il vous plaît, pour répondre à cette question tant que vous êtes encore là. Et puis, ça me laisse du coup pendant ce temps le temps de remercier 1000 fois Yves et Paul-Alix qui ont pris le temps de faire cette formation dédiée aux entreprises innovantes. On vous transmettra, comme le disait Yves, le support juste après par mail, donc pour les personnes qui étaient inscrites. Au besoin, vous pouvez nous recontacter derrière par mail si vous avez d'autres questions. On espère qu'en tout cas, que ça a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à préciser vos questions, soit par mail, soit dans le petit sondage que je vous ai partagé. Merci beaucoup à tous.